les ruptures technologiques annoncées sont-elles des fake news? Alors, le rapport, effectivement, que cette technologie, le rapport à la vérité, et le rapport à l'émotion par rapport à la connaissance, etc. Voilà, c'est un très vaste sujet, là aussi fondamental, pas très réjouissant. Absolument. Et je vous laisse présenter nos deux intervenantes, Agnès Audier qui représente le Boston Consulting Group et Joëlle Toledano qui est enseignante à l'université de Paris-Dauphine. Allez, Joëlle Toledano, on commence avec vous. Alors, qui se souvient des avions renifleurs? Oui, bien sûr. Valéry Giscard d'Estaing, sûrement. Et Albin Chalon. Ça, c'était une fake news. Pour être moins dans l'exemple, mais ce qui me semble, c'est que les ruptures technologiques telles que la question est posée, je pense que là, on est dans des grands mouvements. Par contre, en réalité, ces mouvements sont constitués d'un certain nombre d'innovations. Et maintenant, les innovations, on nous les raconte comme des romans. Il y a des beaux romans, des moins beaux romans. Et effectivement, comme on nous les raconte à l'avance comme des belles histoires, de temps en temps, on se trouve dans des situations bizarres. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, à mon avis. Au fond, tout le monde le sait, la R&D, les innovations, c'est évidemment fondamentalement incertain. On s'y met, et puis après, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais ça, les investisseurs, ils n'aiment pas beaucoup. Donc, on leur raconte des histoires. D'ailleurs, les consommateurs non plus, ils n'aiment pas. Depuis tout à l'heure, là, j'ai entendu plein de fois qu'il ne fallait pas qu'il y ait de l'incertitude. Le problème, c'est que l'innovation, c'est fondamentalement incertain. Et dans ce monde qui refuse l'incertitude, qui refuse d'une certaine façon la complexité, on arrive à des situations où, au fond, les promesses qui nous ont été faites, les annonces qui ont été faites, se révèlent fausses. Alors, on a des exemples du passé, on a aussi des choses qui se passent aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des avions renifleurs, mais j'ai envie de dire plus stratégiquement, de façon plus institutionnelle, la 3G, pour ceux qui s'en souviennent, ça a quand même été une histoire formidable, qui a duré 10 ans, où, au début, les licences 3G ont été payées une fortune, ça a causé quelques catastrophes, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, la technologie 3G qui nous était promise, les premiers équipements, les premiers cellulaires, ils avaient 2 kilos, ça risquait pas de marcher, et ça a mis un certain temps. Oula. Donc, voilà, je vais arrêter la 3G. Si on regarde aujourd'hui 2 autres exemples qui, à mon avis, peut-être que demain, on dira que pour partie, c'était des fake news, c'est la 5G. On peut revenir. Maintenant, on explique tout par la 5G. J'ai encore lu récemment qu'il fallait que le marché français se concentre en matière mobile à cause de la 5G. C'est formidable parce que, en réalité, pour l'instant, le cœur de la 5G, il est encore à définir. Il y a plein de promesses. Si ça se réalise, c'est effectivement un monde nouveau qui s'installe. Mais pour l'instant, c'est même pas défini. C'est des histoires d'années. Sur la blockchain, là, pour le coup, pas tout à fait la même histoire, mais on voit bien, il y a 2 facettes. Vous savez, il y a le gentil et le méchant Bitcoin et la gentille blockchain. Et on nous raconte que tout ça, c'est 2 histoires séparées. La réalité, c'est que c'est 2 histoires en même temps et qu'il faut les traiter en même temps. Voilà. Donc, est-ce que le storytelling, la belle histoire, ça fait pas partie de l'innovation, de l'invention en elle-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une forme de conjurer la peur du changement, finalement, qu'on nous raconte des belles histoires? Je pense que ça l'est devenu beaucoup plus, que maintenant, la façon dont ça se passe, et le storytelling, et la communication, la façon dont on raconte des histoires, parce qu'il faut être simple, il faut être très court. Là, on me dit 2 minutes, c'est extraordinaire. Parler de blockchain en 2 minutes, c'est une histoire impossible. Donc évidemment, je vous raconte des histoires simples. Agnès Audier. Merci. Bon, déjà, je trouve que se poser la question de savoir si on a des fake news sur quelque chose qui est finalement de la prospective, même si c'est un mot qu'on n'utilise plus. Ce matin, on disait on n'utilise plus le mot progrès. On n'aurait peut-être jamais autant besoin de parler de prospective, mais c'est un mot qui a disparu du vocabulaire. Mais en soi, c'est une question intéressante. Pour être plus sur le fond, je pense qu'un des sujets d'incertitude majeure qu'on a du mal à appréhender, c'est le temps. Avec finalement une situation assez classique où on surestime souvent ce qui peut arriver dans les 2 ans et on sous-estime ce qui peut arriver dans les 10 ans. Rappelez-vous les années 2000,
l'éclatement de la bulle Internet. D'un seul coup, finalement, tout ça, c'était une bulle. On allait passer à autre chose, c'était de la spéculation, peu importe la techno. Or, l'iPhone, c'est 2007-2008, et on voit bien que c'est à ce moment-là que repart une nouvelle vague de technologie. Donc, un rapport au temps qui est très compliqué et qui va probablement être encore plus compliqué à appréhender avec l'intelligence artificielle, parce que là, on rentre sur un objet technologique qu'on n'arrive plus du tout, qu'on a du mal à penser, qu'on a du mal à voir, contrairement peut-être à de l'Internet des objets ou un certain nombre d'autres choses sur lesquelles on arrive à visualiser. Donc ce rapport au temps, il me semble complètement clé. Et encore une fois, pour reprendre les sujets 2 ans, 10 ans, je ne pense pas qu'à horizon de 2 ans, on aura des humanoïdes partout, comme on peut le voir dans certains reportage un peu exagéré, mais je ne crois pas non plus qu'à horizon de 10 ans, on aura des gentils Nao et Pepper, et c'est tout ce qu'il y aura en matière de robotique avancée. Donc ça, c'est sur le rapport au temps, qui se double d'un autre phénomène, qui est qu'en fait, on est dans une période où il y a énormément de champs de recherche et d'innovation qui se conjuguent, et là aussi, on a du mal à appréhender. Il se trouve qu'un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi on considère qu'en 10-15 ans, on peut passer des voitures qu'on connaît aujourd'hui à du tout véhicule autonome, alors que ça paraît complètement gigantesque en termes de transformation, même, j'allais dire inhumain, en tout cas, ça me paraissait complètement impossible. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé derrière, on s'aperçoit qu'on a 30 ans de recherche dans 15 ou 20 champs de recherche différents qui sont en train de se matérialiser autour du véhicule autonome, que ce soit ce qu'on appelait de l'informatique, enfin de la technologie, des algorithmes, mais aussi de la recherche sur l'énergie, sur les moteurs, que ce soit sur les matériaux, le verre, le plastique, les céramiques. Une vingtaine de champs de recherche, plus académiques, plus ou moins recherche fondamentale, qui à un moment se cristallisent autour du véhicule autonome. Et on a probablement une vingtaine d'objets comme ça qui vont cristalliser des innovations. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler de différents sujets en se disant, bah oui, on est à un moment où tout est possible. Et c'est ce qui était dit tout à l'heure par Dominique Régnier et qui me semble très vrai, c'est-à-dire qu'on a un champ du possible dans les 10 ou 15 prochaines années qui est juste gigantesque. Alors, encore une fois, si on revient à la question, fait qu'à court terme, certainement, mais à horizon 15 ans, je pense qu'il faut être sérieux sur l'ampleur des changements. Et j'avais noté aussi le sujet de l'emploi qui a été évoqué tout à l'heure, parce que c'est probablement dans ce domaine-là qu'il y a beaucoup justement d'informations qui circulent, qui sont plus ou moins angoissantes. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on va vers des transformations absolument majeures. Je pense que les entreprises sont en train de s'en occuper, en tout cas les grands groupes, plus exactement, sont en train de s'en occuper assez discrètement finalement. Et contrairement à ce qui était dit dans la table ronde précédente, je pense qu'il est urgent qu'on prenne ça de manière globale. Parce que même si on a une incertitude sur le rythme, si on ne sait pas si toutes les entreprises d'une même industrie vont se transformer en même temps et comment les différentes industries vont se combiner, je pense que l'impact emploi est absolument colossal. Et sans prendre le sujet à bras-le-corps de manière globale, on risque d'avoir des sujets sociaux et sociétaux gigantesques. Donc on ne sait pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas agir. C'est bien le principe. Oui. Il faut savoir, dans un monde en transformation, agir sans savoir ce qui va se passer. Éric Le Boucher. Alors, justement, Joël, dans votre rapport, ton rapport sur le blockchain, tu insistes sur effectivement, l'avenir est assez inconnu, mais l'État lui-même devrait pourtant s'y investir, exactement ce que vous dites aussi sur le problème global. C'est à l'État de rénover la politique et donc, en particulier, de se plonger dans ces trucs complexes comme le blockchain et pour arriver à définir au moins des cadres politiques et pas attendre que ça soit arrivé parce que c'est toujours trop tard quand l'État intervient a posteriori. Oui, avec alors peut-être un petit point de vue complémentaire, je dirais. C'est-à-dire que je pense que par ailleurs, il y a énormément d'asymétrie d'information et que l'État, les entreprises lui racontent ce qu'elles ont intérêt à lui raconter, ce qui est absolument naturel, et qu'il faut impérativement que l'État comprenne les possibles, aussi mal peut-être que les entreprises, mais déjà mieux. Et je pense que dans ce champ, il est souvent devenu assez incompétent, n'appréhende pas les véritables enjeux stratégiques, d'où cette position, au fond, effectivement, sur la blockchain. Je pense qu'il est très important
d'y être, d'y aller, sans exactement savoir ce qui va se passer, parce que il y a des choses qui sont dessinées, mais qu'on ne sait pas toujours ce qui se passera. Mais d'abord, on est dans un monde où, heureusement ou malheureusement, mais les premiers ou ceux qui gagnent, ils gagnent vraiment la mise. Donc si on attend que ça devienne clair, on est sûr d'avoir perdu. Donc faut y aller. Oui. Et il faut effectivement essayer, dans le jeu collectif, d'apporter une vision d'intérêt général. Agnès, c'est le point de vue que vous partagez, c'est-à-dire que l'État doit réinvestir ces domaines complexes, certes, de prospective finalement. Je pense que l'État doit réinvestir, mais je pense que les solutions ne sont pas que du côté de l'État. Elles sont dans un travail collectif qui associe l'ensemble des acteurs, et évidemment sur les sujets emploi, les partenaires sociaux, mais de façon générale, il faut agir de manière collective. Là où je crois qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être trop aujourd'hui dans le POC et l'expérimentation. Bien sûr qu'il faut expérimenter, on ne peut pas être contre le fait d'expérimenter, mais une somme d'expérimentation, c'est jamais à l'échelle par rapport aux enjeux. Et comme on ne saura jamais vraiment de quoi l'avenir est venu, il faut se préparer à des choses massives, parce que je pense qu'il y a un consensus sur le fait que les transformations seront massives, que ce soit sur les technologies, sur l'emploi, sur les formations, mais sur aussi d'autres impacts dont on n'a pas le temps de parler, les problèmes diplomatiques, les problèmes militaires et autres. Donc toutes ces anticipations, il faut s'en occuper, s'en emparer et pas rester paralysé par l'incertitude. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que dans le rapport auquel tu faisais des références, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir du bac à sable. C'est bien le bac à sable, mais sur les grands projets, il faut en sortir et il faut aller dans la vraie vie. Ça veut dire que l'avenir, ce sera ni l'enfer ni le paradis, ce sera surtout ce qu'on en fera, quoi. Le passé aussi. Hein.